Arthur Dreyfus, bonjour. Bonjour. Vous publiez un livre avec Dominique Fernandez qui a pour titre Correspondance indiscrète Oui, et qui est publié aux éditions Grasset. Et le bandeau de ce livre, c'est Quel bonheur de vivre aujourd'hui. Alors, on va s'expliquer sur ce livre et puis sur tout ça. Alors, en deux mots, Dominique Fernandez, eh bien, il a obtenu le prix Goncourt. Il est né en 1929. Il est aujourd'hui donc à l'Académie. Il a une œuvre derrière lui et toujours d'ailleurs, parce qu'il continue bien et sûr à devant lui, publier, j'espère. et devant lui aussi considérable, hein, une cinquantaine d'ouvrages, des romans, des essais, des livres de voyage, des beaux livres. Et il a obtenu, en dehors du prix Goncourt, d'autres distinctions, beaucoup d'autres distinctions. Vous-même, eh bien, vous êtes né en 1986 et vous avez publié déjà des livres très remarqués chez Gallimard notamment, La synthèse du camphre, Belle famille, Prix Orange du livre et Histoire de ma sexualité, un livre qui là aussi avait soulevé pas mal de polémiques. Et un autre livre publié aussi qui était le livre qui rend heureux. Alors dites-moi, cette correspondance, vous l'avez donc échangée avec quelqu'un qui a une immense culture, quelqu'un qui en même temps est connu pour son intelligence et son écoute. Et bon, alors, vous avez un jour écrit à Dominique Fernandez en lui disant j'ai envie de vous parler j'aimerais bien parler de sexualité avec vous. Non, il se trouve que nous deux, de manière différente et à deux ou trois générations d'écart, on avait abordé le thème de la sexualité dans des livres, comme beaucoup d'écrivains d'ailleurs. Et c'est pourquoi on avait été réunis à une réunion littéraire sur le thème art, sexe et littérature, avec Catherine Millet notamment et d'autres gens comme ça. Et à la fin de la discussion, on s'était rencontrés, on a eu envie de poursuivre le débat et d'essayer de continuer à parler de cette question. Comment écris-tu ton intimité? Comment écris-tu l'intimité de tes personnages? Faut-il tout dire ou plutôt suggérer les choses lorsque ça devient un peu charnel? Ce livre est né comme ça. Bon, alors, il faut quand même préciser les choses. Ce qui est très important, c'est que Dominique Fernandez n'a jamais caché son homosexualité, mais que c'était peut-être plus douloureux pour lui en raison enfin, de l'âge auquel il est né, enfin de l'année dans laquelle il est né, parce que les années 20, 30, c'était pas évident. Bon, dans les années 30, il avait 0 ans, donc il n'avait pas encore grand-chose à dire ou à cacher. Mais en tout cas, dans les années 50, à l'époque où il aurait pu ne pas cacher les choses, il l'a fait. Il a écrit un livre qui s'appelle «L'étoile rose», qui a eu beaucoup de répercussions à l'époque. Mais si vous voulez, la question de l'homosexualité est une sorte de métaphore de la question de la sexualité en général. Parce que quand on se pose cette question en tant qu'écrivain, est-ce que je dois parler de ma sexualité ou de mon homosexualité? En fait, on pose une autre question qui est: est-ce que je dois parler de la sexualité en général? Et la question que peut se poser toute personne qui écrit: «Jusqu'où ai-je le droit de parler? Jusqu'où dois-je m'exprimer?» Eh bien, elle se pose finalement d'une autre manière à l'écrivain qui hésiterait à parler de son homosexualité. Alors évidemment, il y a beaucoup d'exemples tirés de la littérature, qu'il s'agisse d'auteurs homosexuels comme par exemple, Hervé Guibert, ou d'auteurs hétérosexuels, si cette question et cette dénomination a un sens, comme Georges Bataille ou alors, Virginie Despentes ou alors, Monterland. Bon, alors là, ça revient à la première catégorie. Pourquoi dites-vous si cette question a un sens à propos donc d'auteurs homosexuels? C'est-à-dire que ça ne va pas jouer sur, ça ne va pas intervenir dans le corps du livre, dans ce qui va être, dans ce qui va être l'œuvre? Moi, je crois que l'intimité d'un écrivain intervient toujours dans le corps de son livre, mais je ne crois pas qu'il existe des livres hétérosexuels ou des livres homosexuels. Ce qui compte, c'est qu'il existe des livres de littérature. Quand un livre est ramené à la sexualité de son auteur, ce n'est plus un livre, c'est un manifeste. Donc, moi, je crois qu'il y a de bons livres et de mauvais livres. Il y a des gens qui arrivent à universaliser l'acte sexuel et à en faire quelque chose de grandiose, qui appartient au registre poétique, et d'autres qui ne savent pas faire ça. Il y a des écrivains que j'admire beaucoup, quelle que soit leur sexualité, cela va sans dire. Alors il y a des auteurs qui n'évoquent presque jamais d'ailleurs la sexualité Il y a des auteurs qui n'évoquent presque jamais la et sexualité. qu'on a Par presque ex du mal, à savoir, mmh. s'ils étaient homosexuels, bisexuels ou Bon, hétérosexuels. par exemple, on pourrait parler de Julien Green, qui a très peu parlé de sexualité, mais qui, a priori, était homosexuel. Mais vous voyez, par exemple, Julien Green a confessé ne s'être jamais vu nu avant ses 18 ans.
C'est pour parler de son époque. C'était une époque où on ne se regardait même pas dans un miroir, à tel point la sexualité était tabou. Mais finalement, Stendhal a aussi peu parlé de sexualité, il a beaucoup plus parlé de séduction et du désir du cap pour obtenir la sexualité. Dominique Fernandez me fait remarquer que s'il avait parlé de sexualité beaucoup plus tôt, ses romans auraient été beaucoup plus courts. Mais moi, je ne pense pas qu'on puisse juger un livre à l'importance qu'il accorde à la sexualité. Ce qui compte, c'est qu'il y a une cohérence entre le projet de l'auteur, sa langue, sa littérature, sa poésie. Il y a des livres purement sexuels, notamment ceux de Hervé Guibert, qui me plaisent beaucoup. Bon, chez, Dominique Fernandez, avant d'en venir à vos livres, les personnages et enfin le style de Fernandez, c'est un style où finalement, et la sexualité existe, mais où il y a, une figure de style pour parler de sa sexualité. Moi, vous voyez, on pourrait dire le propre de la littérature, c'est la métaphore. Parce que la métaphore, c'est ce qu'on ne voit pas. C'est une façon de donner à voir ce qu'on verrait mal sans la littérature, d'utiliser le contournement poétique, d'utiliser l'image, le reflet, le miroir, pour être plus précis. Mais je ne pense pas que ce soit obligatoire. Même si la métaphore est un procédé proprement littéraire, je pense que l'écrivain a le droit d'être clinique, comme on dit, d'être photographique et de tout dire. Alors, Dominique Fernandez me parle de Casanova, par exemple, qui, au lieu de parler du cazzo en italien, bien qu'il écrivit en français, de la bite, parle par exemple du coursier ou du pistolet d'un homme, de son bijou, du cabinet de l'amour, de l'hôtel ou du petit cela. Et au lieu de foutre sa partenaire, il écarte les colonnes du temple ou force la porte du précipice. Évidemment, c'est magnifique, ces métaphores. Mais en même temps, la littérature a aussi le droit de dire les choses avec violence, avec brutalité, avec un caractère brut. Et il y a des écrivains qui le font et qui me semblent admirables pour cela. Sade. Sade, d'une autre manière, me plaît beaucoup, même si chez Sade, justement, c'est l'image et la force de l'image qui presque remplaçait sa sexualité. Il a eu une sexualité, je pense, assez consommée, mais 1000 fois moins concrète que ce qu'il décrivait dans ses livres. Donc il y a chez Sade une pornographie du langage qui me semble admirable parce qu'elle lui permet de vivre sa sexualité. Alors on a beaucoup parlé des autres, parlons maintenant, d'Arthur Dreyfus. Qui est-il? J'aime beaucoup m'habiller en vert, j'aime écrire des Ça se livres, voit. en lire. euh, voilà. La sexualité. Ça a été au cœur, de plusieurs de vos livres. Ce qui m'intéresse dans la sexualité, c'est ce qu'aurait dit Michel Foucault, ce qu'il disait. Il disait pourquoi est-ce que la sexualité est un tabou? C'est une question que peut se poser le sociologue ou l'anthropologue. Pourquoi la sexualité, plus que la cuisine des champignons ou plus que le sport, est un tabou dans nos sociétés? Pourquoi? Eh bien, lui, la réponse de Foucault, c'était de dire car dans la sexualité, il y a la vérité. En fait, c'est pas la sexualité qui est tabou, c'est la vérité. Car dans l'acte sexuel, on se révèle dans notre plus grande vérité. Ce qu'on veut dans la sexualité, nos fantasmes, ce qu'on désire, ce dont on a besoin, cela exprime notre vérité la plus intime. Et quand le patron d'entreprise cherche à être soumis dans l'acte sexuel, sa vérité, c'est pas d'être patron d'entreprise, c'est de chercher à être soumis. C'est ça sa vérité. Donc ce qui nous fait peur dans la sexualité, c'est l'acte de vérité qu'elle impose et qu'elle traduit. Et ce qui m'intéresse moi dans la vie, c'est la vérité. Est-ce que vous avez eu le sentiment, là, au cours de cette correspondance, que, avec, Dominique Fernandez, Arthur Dreyfus, est-ce que vous avez eu le sentiment que on pouvait aujourd'hui tout dire? Moi, je ne pense pas qu'on puisse tout dire. Évidemment, on peut dire peut-être plus de choses que dans les années 50, disons, avant mai 68. Mais je ne crois pas qu'on puisse tout dire non plus. Pourquoi? On pourrait par exemple, pour prendre un exemple très récent, parler des caricatures ou de certains dessins dans Charlie Hebdo. C'est la preuve qu'on ne peut pas tout dire parce que quand on dit certaines choses, quand on les dessine, on risque de se faire tuer à la Kalachnikov. Exemple. Je pense aussi qu'on est dans une société qui nous vend à longueur de journée la jeunesse. On nous vend non plus des crèmes anti-rides, mais des crèmes anti-âge. Et maintenant, les magazines de mode deviennent aussi des magazines de mode enfantine. On nous montre dans la rue des publicités d'enfants qui posent de manière très charnelle. À la rentrée littéraire dernière, Eva de Simon Liberati parlait de la petite Eva photographiée par sa mère, Irina Ionesco, dans des poses très sexuelles. La société est à la fois fascinée
par la sexualisation de l'enfance, elle l'utilise de manière commerciale et en même temps, elle en a très peur et elle condamne tout désir un peu trop fort d'un adulte envers un enfant, même de manière littéraire. Donc je ne pense pas qu'on puisse tout dire et finalement, moi, je crois que l'endroit où on peut tout dire en France, et c'est pour ça que je défends la psychanalyse en partie dans ce livre, c'est le cabinet du psychanalyste. C'est le seul endroit finalement où on peut parler de tous ces fantasmes, de toutes ces choses les plus viles, de toutes ces choses les plus étranges qui viennent de notre cerveau. Jules Renard disait: le cerveau n'a pas de pudeur. On peut parler de son impudeur jusqu'au dernier degré et c'est normal. Voilà pourquoi il faut protéger la psychanalyse. Il y a encore des tabous, donc. Bien sûr qu'il y a des tabous. Et le premier tabou, je pense, pour un écrivain, c'est sa famille. C'est parce que c'est son noyau le plus intime, c'est de là d'où il vient, c'est ce qu'il a construit. Et je pense que le tabou est important. On va pas rappeler la puissance des contraintes exquises, mais une liberté totale est liberticide. Et je pense que c'est bien pour un écrivain d'avoir quelques tabous, justement pour les dépasser, justement pour jouer avec. On prend l'exemple de Georges Bataille dans ce livre, qui était peut-être l'écrivain le plus dénué de tabous apparemment de tous les écrivains depuis 50 ou 60 ans, qui parle de choses terribles, qui parle de prêtres qu'on viole, de prêtres qu'on découpe, de choses introduites dans les corps des prêtres, la scatophilie, l'urophilie, tout y passe chez Bataille, et pourtant, ce qui l'amuse, c'est de tordre le cou à l'Église, c'est de faire la nique aux prêtres. Finalement, il a besoin de s'opposer à un roi, de s'opposer à une morale, de s'opposer à ce qu'il considère comme une chose un peu indépassable, qui est la morale, qui est la religion. Donc, même Georges Bataille, en se croyant libre, est obligé de s'opposer à quelque chose. C'est là sa limite d'ailleurs. D'une certaine façon, je pourrais dire, vous vous retrouvez alors avec Dominique Fernandez, Arthur Dreyfus, parce que Dominique Fernandez n'aime pas tout dire, loin de là, bien sûr, et vous non plus. Moi, je pense qu'on a le droit de tout dire. Et je pense surtout que ce qui est important, c'est que l'écriture d'un écrivain corresponde à sa nécessité intime. Et que s'il a envie d'écrire de la pornographie, mais que cette pornographie est sublime et géniale, eh bien, il doit le faire. Dominique Fernandez est plus circonspect. Il me dit qu'il préfère toujours la poésie à la totale photographie. Donc ce serait peut-être notre différence. Et puis, on a beaucoup de différences, j'espère. Alors, un dernier mot hein, sur ce livre que je peux très allègrement conseiller parce que c'est un livre très riche qui est plein de rebondissements, hein, voilà, qui se lit vraiment comme un roman. Et qui a comme bandeau quel bonheur de vivre aujourd'hui. Alors, c'est mieux qu'hier, aujourd'hui. Moi, je ne suis pas un décliniste. On répète souvent que depuis 2000 ans, les vieux disent que c'était mieux à leur époque et que maintenant tout s'effondre. C'est vraiment à la mode. En même temps, je suis un nostalgique. J'aime bien le passé, mais je reste optimiste. Donc je pense que notre époque est toujours la meilleure parce que la prochaine, on n'y sera plus et que la précédente, on n'y était pas encore. Alors ça pourrait choquer peut-être d'écrire quel bonheur de vivre aujourd'hui, mais finalement, ça aurait pu choquer à toutes les époques. Merci beaucoup, Arthur Dreyfus. Alors, je rappelle le titre de ce livre, vraiment très excitant et très, oui, là, le mot est vraiment de circonstance, passionnant. Avec Dominique Fernandez, donc de l'Académie française, vous publiez Correspondance indiscrète. Quel bonheur de vivre aujourd'hui. Un livre publié chez Grasset. Et quand on lit Quel bonheur de vivre aujourd'hui, disons que ça nous sort peut-être un petit peu de ce que nous connaissons aujourd'hui, en ce moment, un peu partout dans le monde, mais singulièrement, évidemment, en France. Merci Merci. beaucoup, Arthur.